Vous éloignez un peu de l'écran, parce que sinon on va revenir. Et j'ai pas de son là. Si, ça va faire ça. Il y a un truc et j'ai pas de son. Ah, la journée va bientôt commencer. Peut-être pas de son. C'est bon. À vous. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de ouvrir cette matinée, cette dernière journée de notre conférence avec Safiatou. Voilà, ça y est, je vois Safiatou. Bonjour Safiatou. C'est un très très grand plaisir de modérer, d'animer cette session ce matin avec toi. Nous allons donc parler de l'organisation et de l'accessibilité des soins, un sujet évidemment particulièrement important actuellement vu les questions qui se posent dans le contexte pandémique. On l'a vu à plusieurs reprises dans les discussions que nous avons eues, notamment avec l'OMS sur l'impact de la pandémie dans l'accessibilité des soins. Mais nous allons voir partager des expériences actuellement sur notamment la réorganisation de certains services, l'impact de la décentralisation. Mais avant cela, je suis très heureux d'introduire pour une première présentation Françoise Renaud, qui travaille donc à l'OMS, qui est responsable du suivi des patients, de la toxicité des antirétroviraux, et au sein du département VIH, hépatite et IST de l'OMS, et qui est très engagée de longue date et qui nous a beaucoup accompagnés aussi dans l'organisation du programme Afravi et dans le soutien à la conférence, et je l'en remercie personnellement et je le remercie l'OMS de son soutien. Et donc nous allons démarrer par cette première présentation. On peut, je crois, envoyer la vidéo. Merci. Bonjour Gilles et Safiatou et bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à contribuer à cette session sur l'organisation et l'accessibilité des soins. Je suis Françoise Renaud, je travaille au département VIH et des hépatites de l'OMS et je vais vous présenter aujourd'hui une mini-lecture sur l'optimisation des antirétroviraux et c'est une actualité sur le dolutegravir. Les recommandations OMS 2019, vous le savez, recommandent en première ligne l'usage du tenofovir, l'amivudine dolutegravir en schéma thérapeutique préféré pour l'ensemble des personnes vivant avec le VIH et comme option alternative de première ligne l'utilisation de l'efavirenz 400. En deuxième ligne, le dolutegravir est recommandé comme option préférée chez ceux qui n'ont pas utilisé le dolutegravir en première ligne. Et les inhibiteurs de protéase boostée sont proposés comme option préférée chez ceux qui utilisaient déjà dolutegravir en première ligne. Enfin, en situation spéciale, le dolutegravir en posologie 2 fois par jour chez les patients co-infectés tuberculose VIH, utilisant de la rifampicine, et le TAF comme une option alternative chez les enfants et uniquement dans des circonstances particulières chez les adultes et les adolescents. Ces recommandations de l'OMS sont largement adoptées dans les pays en 2020. Vous voyez sur cette diapositive que la recommandation de traiter tous est largement adoptée par l'ensemble des pays à revenus intermédiaires. La transition au dolutegravir également, la grande majorité des pays, puisque 107 pays ont déjà adopté des schémas thérapeutiques à base de dolutegravir. Et enfin, la recommandation d'un suivi de routine par la charge virale a été également adoptée par une grande majorité des pays. L'optimisation des antirétroviraux soutient l'organisation et l'accessibilité aux soins. Quels en sont ces principes? Ils comprennent réduire la toxicité des médicaments, améliorer la palatabilité, c'est-à-dire le goût et la texture, pour maintenir l'observance, réduire le nombre de prises et d'unités, une posologie à 1 comprimé 1 fois par jour est optimale, augmenter la durabilité de l'efficacité des schémas thérapeutiques, améliorer les séquences des schémas, d'abord de première intention puis vers la deuxième intention, harmoniser les traitements pour les différents groupes d'âge et les populations et réduire les coûts.
Le dolutegravir comme option préférée en première ligne est un traitement optimisé. Le dolutegravir fait mieux que l'efavirenz dans la majorité des critères de jugement critique, c'est-à-dire des qualités de preuve élevées et modérées, une efficacité et une durabilité améliorées par rapport à l'efavirenz, la suppression est plus rapide de la charge virale, il est disponible dans un dosage une fois par jour et bien toléré, la barrière génétique à la résistance est élevée, le dolutegravir présente peu d'interactions médicamenteuses, il est disponible en formulation à dose fixe générique, à des prix bas et disponible dans les pays à revenus intermédiaires. Le risque largement réduit d'anomalie du tube neural avec la mise à jour récente de l'étude CEPAMO 2020 a été démontré. Cependant, un gain de poids corporel excessif apparaît qui pourrait devenir un événement indésirable potentiel à long terme en présence de facteurs de risque. Les résultats de l'étude CEPAMO au Botswana en 2020 montrent que la prévalence des anomalies du tube neural avec le dolutegravir préconceptionnel s'est stabilisée à des niveaux très bas. Vous voyez sur cette diapositive en rouge qu'en avril 2020, la prévalence au dolutegravir est à 0,19, c'est-à-dire un petit peu moins de 2 cas pour 1000 grossesses. Et vous voyez que les différences de prévalence avec efavirenz, avec les régimes sans dolutegravir et enfin comparé aux grossesses de femmes non infectées par le VIH est très proche puisqu'on a une différence de 0,12, 0,09 ou 0,12, c'est-à-dire un cas d'anomalie du tube neural en plus avec le dolutegravir comparé avec ces autres régimes et les personnes non infectées. Les autres résultats des essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité du dolutegravir pendant la grossesse montrent que le dolutegravir commencé pendant la grossesse entraîne une suppression virale plus rapide et qui va être supérieure au moment de l'accouchement à l'efavirenz. Les issues indésirables de la grossesse et la toxicité maternelle et infantile du dolutegravir ne sont pas différentes de l'efavirenz. L'efavirenz avait même, dans un essai, un taux d'accouchement prématuré plus élevé. Alors que le dolutegravir est associé à un gain de poids plus élevé que l'efavirenz pendant la grossesse et la période du postpartum, même avec le dolutegravir, ce gain de poids observé pendant la grossesse reste inférieur au gain de poids qui est recommandé et le gain de poids pendant la période postpartum est similaire à celui des femmes non infectées par le VIH. Un point maintenant sur la question des inhibiteurs de l'intégrase et la prise de poids. Plusieurs études montrent des taux plus élevés de gain de poids spécifiquement associés à certains médicaments antirétroviraux, en particulier les inhibiteurs de l'intégrase et le TAF. Vous voyez cette étude de Sachs qui montre que le gain de poids est plus élevé avec la classe de médicaments des inhibiteurs d'intégrase qu'avec les inhibiteurs de protéase ou les INTI. Vous voyez aussi que parmi les antirétroviraux de chaque classe, et en particulier au sein des inhibiteurs d'intégrase, le bictegravir et le dolutegravir sont associés à un gain de poids significativement plus élevé, plus important que elvitegravir. Enfin, dans la classe des INTI, le TAF est associé, vous le voyez ici, à un gain de poids plus élevé que l'abacavir, le tenofovir ou l'azidovudine. Deux essais montrent également un gain de poids avec dolutegravir, en particulier associé avec TAF. Ce sont les essais de Advance et Namsal qui sont réalisés respectivement en Afrique du Sud et au Cameroun. Vous voyez ici que dans l'essai Namsal, chez les femmes, donc en haut à gauche, le gain de poids avec dolutegravir et TAF à 144 semaines est élevé à 12,3 kg. Chez les hommes, il est élevé, ici à droite, en rouge, à 7,2 kg. Dans l'étude Namsal, on voit aussi qu'il y a un gain de poids plus important avec le dolutegravir qu'avec l'efavirenz, avec des chiffres qui correspondent aux résultats de Namsal, et donc plus élevés chez les femmes à 7,2 kg à 96 semaines,
et un petit peu moins chez les hommes à 96 semaines également. Les essais Advance et Namsal montrent des effets métaboliques potentiels plus fréquents avec le dolutegravir en relation avec une prise de poids excessive et quand associé avec TAF pour l'essai Advance. En résumé, le gain de poids chez les personnes séropositives qui commencent une trithérapie. Le poids et la prise de graisse généralisée sont décrits au cours de la première année de la trithérapie avec l'ensemble des schémas thérapeutiques. Il s'agit en partie d'un phénomène de retour à la santé, mais clairement ce gain de poids est plus élevé avec les inhibiteurs de l'intégrase et avec TAF qu'avec les autres antirétroviraux, comme observé dans des essais observationnels et des essais randomisés. Et ce gain de poids ne semble pas plafonner pour certains patients au fil du temps. Des facteurs de risque ou des facteurs associés comme le sexe, l'origine ethnique, l'âge, l'indice de masse corporelle de base sont également importants à considérer. Enfin, l'étiologie n'est pas encore clarifiée. Au niveau populationnel, la modélisation des risques versus les avantages du dolutegravir, y compris des femmes en âge de progrès, a été réalisée en 2020 par l'équipe d'Andrew Phillips. Le modèle est basé sur les données individuelles de la transition et de la progression du VIH chez les adultes sur 20 ans. Et ce modèle a été mis à jour pour inclure les nouvelles données de risque d'anomalie du tumoral chez les femmes qui prennent du dolutegravir à la conception. Ce sont les chiffres de mars 2019 qui avaient été utilisés, vous voyez, qui étaient encore à 0,3%. Et le modèle a été aussi actualisé en prenant compte des effets du dolutegravir sur une prise de poids potentielle, y compris les effets sur des conditions telles que le diabète, la mortalité et la morbidité, ainsi que des effets possibles d'une augmentation potentielle du poids corporel sur les bébés des femmes enceintes. Et c'est dans le contexte d'une gamme de scénarios qui a été donc élaborée de mise en œuvre modélisée en Afrique subsaharienne que l'on peut conclure qu'une politique d'initiation de traitement avec le dolutegravir, y compris chez les femmes qui envisagent une grossesse, devrait apporter des avantages au niveau de la population et être rentable. Maintenant, quelques considérations sur le TAF. Tout d'abord, la toxicité rénale et osseuse de TAF semble diminuer par rapport au tenofovir, en tout cas sur la base des marqueurs de laboratoire. Mais il n'y a pas de différence dans les essais des résultats cliniques. TAF peut être considéré comme une alternative au tenofovir chez les personnes souffrant d'ostéoporose avérée et ou d'insuffisance rénale. Ce sont donc les situations spéciales dans les recommandations de l'OMS 2019. Les autres toxicités connues de TAF comprennent les rapports de gain de poids significatifs dans les essais cliniques, notamment Advance, lorsqu'il est utilisé avec le dolutegravir, et des dyslipidémies plus fréquentes également avec le TAF. La co-administration de rifampicine et de TAF est actuellement contre-indiquée. Enfin, il reste des lacunes dans la base de preuves sur TAF, sur l'innocuité et l'efficacité pendant la grossesse et la co-infection avec la tuberculose. L'OMS recommande la mise en œuvre d'une surveillance active de la toxicité pour sécuriser l'introduction du dolutegravir et des nouveaux antirétroviraux et fournit des orientations, des outils et une assistance technique. Vous voyez ici plusieurs niveaux d'outils, des outils de mise en œuvre de la surveillance de la toxicité des antirétroviraux et du matériel de formation. Dans les nouveaux guides 2020 d'information stratégique, des nouveaux indicateurs de toxicité pour le suivi de routine du patient. Et enfin ici, des outils de registre et des grossesses et des anomalies congénitales. Nous avons des bases de données mondiales pour pouvoir analyser plus rapidement et connaître mieux les nouvelles toxicités des nouveaux antirétroviraux et pouvoir assurer la sécurité. Enfin, nous avons actualisé une fiche de suivi du poids et du syndrome métabolique pour l'introduction spécifique du dolutegravir. Les dernières considérations sur l'utilisation du dolutegravir en deuxième intention. La source principale d'information est l'étude Downing.
Les résultats de la semaine 48 ont montré une efficacité supérieure du dolutegravir par rapport au bras lopinavir, ritonavir. Les taux de réponse étaient élevés avec les bras dolutegravir indépendamment de la résistance préexistante à un INTI. Les taux d'échec virologique étaient plus faibles dans les bras dolutegravir, quels que soient les profils de résistance aux INTI et l'utilisation de fonds de deuxième intention des INTI. Enfin, dolutegravir en deuxième ligne n'est pas recommandé s'il est utilisé en première ligne pour un souci de séquençage. Et les données restent très limitées quand comparées avec les autres protéases inhibiteurs, c'est-à-dire l'atazanavir et le darunavir. Les messages clés de cette mini-lecture. La mise à l'échelle du dolutegravir a été mise en œuvre dans la majorité des pays à revenus faibles et intermédiaires. Cependant, nous avons vu les critères de transition chez les patients se portant bien et stables sous une tare précédente à efavirenz présentent encore des lacunes dans les connaissances. Le risque d'anomalie du tumoral avec l'utilisation du dolutegravir détecté dans l'étude CEPAMO s'est stabilisé à des niveaux de prévalence très faibles, mais les événements indésirables émergents tels que la prise de poids et des effets cardiométaboliques doivent être surveillés. Le rôle de TAF dans le contexte des pays à revenus faibles et intermédiaires devrait continuer à être limité à des situations spéciales jusqu'à ce que davantage d'informations sur la sécurité soient disponibles. Enfin, l'utilisation de dolutegravir en deuxième ligne sera influencée par la vitesse de transition de l'efavirenz vers le dolutegravir en première ligne. Je vous remercie. Un grand merci, Françoise, pour cette présentation extrêmement claire et très importante compte tenu du développement du dolutegravir en première ligne. Et ça, je pense que c'est essentiel dans le renforcement de la lutte contre le VIH et dans la prise en charge thérapeutique. Merci. Nous aurons, je pense, un temps de débat un petit peu plus tard sur les questions. Et je vais laisser la parole à Safia Toutiam pour la suite de cette session. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à tous les participants connectés. Merci de nous avoir rejoints dans cette session intéressante sur l'organisation des soins VIH. Et je voudrais, avant d'introduire le prochain orateur, demander aux participants connectés de poser leurs questions, comme Gilles l'a dit, qui seront discutées tout à l'heure. Je voudrais à présent introduire le docteur Ousseini Thiemtoré de Médecins sans frontières, Ouagadougou, Burkina Faso, qui va nous entretenir sur le sujet les services de soins différenciés. Vous avez la parole. À vous, Ousseini. Ok, je crois qu'on a un petit problème de son avec Ousseini. Je pense que ça va être réglé. Désolé, c'est les petites difficultés qu'on peut avoir parce que la présentation, nous avons les diapositives et nous avons besoin du commentaire de Ousseini en live. Et donc, là, il y a un petit souci à régler. Donc, au niveau technique, on va voir comment on résout ça rapidement. Peut-être qu'on va à ce moment-là passer, le temps qu'on résolve le problème de son, à la vidéo de Luis Fortes. Donc, Luis Fortes est professeur de maladies infectieuses au CHU FAN de Dakar. Elle est une grande militante engagée dans la lutte contre le VIH. Son intervention doit porter sur l'impact de la décentralisation de la prise en charge des PV-VIH au niveau des postes de santé, notamment dans la région de Tambacounda et de Saint-Louis du Sénégal. Donc on retrouve une question majeure dans l'accessibilité des soins qui est celui de la décentralisation. C'est un sujet que nous avions beaucoup discuté lors de la conférence précédente de la FRAVI et qu'il est évidemment important de suivre. Donc, le temps de régler les questions de son avec Ousseini,
on va peut-être lancer la vidéo de Luis Fortes sur l'impact de la décentralisation. Est-ce qu'on fonctionne bien comme ça? On envoie cette vidéo. Merci beaucoup. Tout d'abord, nous remercions et félicitons Afravi d'avoir pu organiser ce congrès malgré les contraintes liées à l'épidémie à COVID-19. Ma présentation portera sur l'évaluation de la faisabilité, de l'acceptabilité et de l'efficacité d'un modèle de prise en charge décentralisé au niveau des postes de santé des personnes vivant avec le VIH au niveau de 2 régions du Sénégal, l'étude DECPOST. Au niveau mondial, nous sommes fixés comme objectif d'éliminer l'infection à VIH. Et au niveau du Sénégal, en 2017, nous avions 70% de personnes dépistées, 53% qui étaient sous traitement antirétroviral et 39,5% qui avaient une charge virale indétectable. La délégation des tâches représente une véritable opportunité pour atteindre ces 3,90 et l'expérience partagée par nos collègues d'Afrique centrale et du Sud montre que cette stratégie était faisable, acceptable, permettait de réduire la rétention et également le coût. En Afrique de l'Ouest, peu de données ont été partagées sur le sujet et pourtant l'épidémiologie est différente. Les dépistages et de type opt-in, peu de partage du statut sérologique et une prévalence assez élevée de la stigmatisation. C'est dans ce contexte que nous avons réalisé cette étude qui était fixée pour objectif d'évaluer l'impact d'une telle stratégie, c'est-à-dire de la décentralisation au niveau des postes de santé, sur l'accès au traitement antirétroviral et sur la rétention des personnes vivant avec le VIH. Et les objectifs spécifiques, c'était d'évaluer la faisabilité de cette prise en charge au niveau de ces 2 régions, l'acceptabilité des prestataires et des bénéficiaires, l'impact de cette stratégie sur la mortalité, la rétention et la suppression virale et mesurer l'impact médico-économique. Cette étude a été réalisée dans 2 régions, la région de Saint-Louis, qui est une région au niveau du nord, qui est plus accessible, et la région de Tambacounda, qui fait presque 3 fois la superficie de la région de Saint-Louis, avec une distance moyenne village-poste de santé de 40 km. Nous avons réalisé un essai communautaire randomisé sur une période de 21 mois et les districts sanitaires ont été randomisés. Le groupe A, il continuait la prise en charge habituelle et proposait la décentralisation au niveau des postes de santé et le groupe B continuait la prise en charge habituelle. Les patients ont été inclus, les patients VIH qui étaient suivis dans les 2 régions, naïfs de traitement ou bien sous traitement antirétroviral depuis au moins 6 mois. Par contre, les patients qui étaient instables ou en échec de traitement ou présentaient une comorbidité qui nécessitait une prise en charge dans le centre de santé ne pouvaient être inclus dans notre étude. Nous avons recueilli les données structurelles, individuelles, tout ce qui concerne le suivi clinique, la charge virale, et nous avons associé des enquêtes qualitatives avec des entretiens socio-anthropologiques et une enquête médico-économique. Les données ont été analysées avec des tests de Key2, tests de Student. La méthode de Kaplan-Meier et la régression de Cox ont été utilisées pour évaluer l'impact sur le traitement antirétroviral. Quels ont été les résultats de notre étude? Nous avons eu à inclure dans l'étude DECPOST 1014 patients répartis comme suit, 582 dans la région de Saint-Louis et 432 dans la région de Tambacounda, avec 429 pour le groupe A, c'est-à-dire le groupe qui assurait la décentralisation, et le groupe B, 585 patients. En comparant nos 2 groupes, le groupe A et les 2 groupes B, ils étaient comparables en ce qui concerne les caractéristiques sociodémographiques, donc des sujets jeunes, de sexe féminin. Les différences étaient surtout observées en ce qui concerne le type de patient. La prévalence des patients naïfs était beaucoup plus élevée dans le groupe A. Concernant la faisabilité, à la fin de l'étude, sur 113 postes de santé, 53 avaient démarré la prise en charge, soit 46%, 44% pour la région de Saint-Louis et 49% pour la région de Tambacounda. Parmi les patients à qui on avait proposé la décentralisation au niveau des postes de santé, il y en a qui ont refusé. Le taux d'acceptation était de 50,8%, nettement plus élevé dans la région de Tambacounda, 80,7% versus 27,7% à Saint-Louis. Et les raisons de refus étaient dominées par le souci de confidentialité et la peur de la stigmatisation.
Les patients qui ont refusé et les patients qui ont accepté, il y avait des différences. Quels étaient les patients qui acceptaient? C'était les sexes féminins, les sujets jeunes, ceux qui n'avaient pas d'emploi, ceux qui étaient naïfs, qui avaient une durée de transport beaucoup plus élevée et un coût beaucoup plus élevé. C'était ces personnes-là qui acceptaient d'être transférées au niveau du poste de santé. Concernant l'impact sur la rétention, nous avons retrouvé une rétention globale de 94% et il n'y avait pas de différence entre nos deux groupes de comparaison. Par contre, la probabilité de rétention était meilleure chez les patients stables depuis plus de 6 mois en comparaison des patients naïfs. Et les mêmes résultats ont été retrouvés en analyse multivariée. Pas de différence entre les deux groupes, mais une probabilité de rétention beaucoup plus élevée chez les patients stables et également une probabilité de perte de vue plus élevée chez les patients naïfs. La mortalité globale a été estimée à 1,58%. Il n'y avait pas de différence entre nos deux groupes de comparaison, une probabilité de décès plus élevée encore chez les patients naïfs. Concernant la suppression virale, le taux de réalisation de la charge virale était globalement faible, 40,5%, plus élevé dans la région de Tambacounda en comparaison de la région de Saint-Louis. Le taux global de suppression virale quand même reste élevé, de 79,6%. Il n'y avait pas de différence entre nos deux groupes de comparaison, le groupe A, 83%, et le groupe B, 76%. Par rapport à l'étude médico-économique, nous avons retrouvé un impact sur le coût des soins. Tout d'abord, la proportion de patients qui se rendaient dans les structures sanitaires en autobus est passée de 48% avant le transfert à 11% après le transfert. Et bien évidemment, le pourcentage de patients qui se rendaient à pied également a augmenté de 0,6% à 51,4%. Quand on compare toujours également avant transfert et après transfert, le frais de transport est passé de 97% à 40%. La durée moyenne de transport de 120 minutes à 29 minutes. Le coût de transport de 3 000 francs CFA à 495 CFA. Et la durée également, le temps passé dans la structure a diminué de façon significative. En conclusion, cette étude a retrouvé qu'il y avait des déterminants par rapport à l'acceptation des prestataires pour le transfert, l'accessibilité, les données socio-économiques, les patients qui étaient sans emploi et également ceux qui étaient naïfs. Nous avons retrouvé un impact similaire sur la rétention, la mortalité et la suppression virale en comparant le groupe A et le groupe B. Un impact socio-économique considérable, une diminution du coût de transport de 84%, de 75% de la durée du transport et la durée de consultation de 72%. Dans la partie médico-économique, une partie peut-être qui ne vous a pas été entièrement présentée, qui a été dans une autre session, concernant la perception des prestataires et des personnes vivant avec le VIH. Les prestataires prétendaient qu'ils se sentaient valorisés, notamment les infirmiers chefs de poste. Par contre, les prestataires ont insisté sur la nécessité de renforcer, en tout cas sur le plan communautaire, le respect de la confidentialité et également de renforcer la formation. Les recommandations nationales pour la mise à l'échelle de cette décentralisation au niveau des postes de santé, il fallait choisir donc tout d'abord des régions inaccessibles, un transport limité, une prévalence élevée, privilégier le transfert des patients qui étaient sous traitement au moins depuis 6 mois, puisque nous avons vu que les patients naïfs, la probabilité de décès, de rétention, la probabilité de rétention beaucoup plus faible et de décès beaucoup plus élevée, réactualiser les termes de référence sur la délégation des tâches, renforcer une surveillance, une supervision formative des ICP, impliquer le personnel communautaire en les formant, parce qu'on a vu que, en tout cas, le souci de confidentialité faisait que les patients refusaient le transfert au niveau des postes de santé, organiser un système de référence et de contre-référence et organiser un suivi biologique et virologique décentralisé au niveau des postes de santé. Nous ne pourrions terminer cette présentation au nom du chef de service des maladies infectieuses sans remercier nos partenaires, le Conseil national de lutte contre le sida, la division de lutte contre le sida, le Fonds mondial, tous les prestataires des régions médicales de Saint-Louis, de Tambacounda, sans oublier les personnes vivant avec le VIH dans ces 2 régions. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Un grand merci, Louise, pour cette présentation qui est extrêmement claire, qui est extrêmement importante et qui apporte des arguments considérables sur cette stratégie de décentralisation. Je pense qu'on va en débattre tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une très belle étude qui a été remarquablement bien exposée. Alors, nous allons maintenant, je crois que la liaison est assurée maintenant avec le Burkina Faso, donc nous allons maintenant entendre Ousseini Thiem Touré, donc, qui est un médecin qui travaille donc, au Burkina Faso, qui a un parcours tout à fait riche d'expérience à de nombreux niveaux, qui est un spécialiste du renforcement des systèmes de santé et très impliqué dans le domaine du VIH et de la tuberculose, et qui va donc nous présenter maintenant les services de soins différenciés. Je crois qu'on peut lancer la présentation en lien avec Ousseini. Ousseini, c'est à vous. Merci bien et bonjour à tout le monde. Donc, comme on vient de le dire, je suis Ousseini Thiem Touré, actuellement basé à Ouagadougou et travaillant donc dans les domaines qui viennent d'être exposés. Nous allons donc avoir un petit entretien sur les approches différenciées des services VIH. Donc, pourquoi les services différenciés VIH? Oui, parce que au fil des ans et des années passées, il y a une stagnation des performances. Vous avez les exemples de Madagascar, les exemples du Cameroun et du Burkina Faso. Et depuis plus quelques années, donc, suivant donc le nombre de personnes dépistées, mises sous traitement ou ayant une charge virale supprimée pour ceux qui en ont eu la charge virale, se reste en stagnation. Donc, voilà pourquoi, et comme un adage le dit, si vous voulez avoir ce que vous n'avez jamais eu, il faut commencer à faire ce que vous n'avez jamais fait. Diapo, s'il vous plaît. Donc, comment s'adapter à une cohorte croissante de PVVIH? Comme à l'image que vous voyez, l'âne peut vous servir, mais si vous le chargez trop, il devient même, pourra plus faire ce que vous attendiez faire. Diapo. Qu'est-ce que la prise en charge différenciée? C'est une approche axée sur le client. Elle vise à simplifier et à adapter la cascade des services liés au VIH. Elle tient compte des préférences et des attentes. Et elle doit contribuer aussi à réduire les charges virales pesant sur le système de santé. Donc, la prise en charge différenciée permet au système de santé de recentrer aussi les ressources sur ceux qui en ont le plus besoin. Diapo, s'il vous plaît. Donc, quels sont ces besoins? Il y a une diversité de besoins. On a un peu résumé ça donc selon ce que aussi l'OMS présente en 4 grands groupes de besoins. Les patients se présentant bien, ça veut dire dépistés assez tôt, ils ont donc un besoin d'initiation ARV, mais n'ont pas besoin donc d'hospitalisation ni de soins donc ou de consultation régulière. Ils ont juste besoin de soutien pour l'adhérence. Donc, le deuxième groupe de patients qui ont besoin, c'est des patients qui se présentent justement avec un état général ou un état de santé qui a besoin de soins beaucoup plus rapprochés. Ceux-ci donc vont présenter un besoin complètement différent du premier groupe qu'on venait de le dire. Et le troisième groupe de patients, c'est les patients qui ont commencé les ARV, qui sont stables et qui rentrent dans l'activité sociale, dans l'activité professionnelle et ont besoin de quelques soutiens parfois pour l'adhérence, mais surtout besoin donc de ravitaillement ARV. Et on a le quatrième groupe donc de besoins de patients qui sont des patients qui sont rentrés dans le système de prise en charge pour une raison ou pour une autre, qui présentent donc des difficultés dans la stabilité de leurs soins et de leur état de santé. Donc, ceux-ci aussi auront des besoins complètement différents. Et donc, voilà comment la prise en charge différenciée doit s'adapter à ces différents besoins des PVVIH. Diapo, s'il vous plaît. Donc, les approches différenciées peuvent s'appliquer sur l'ensemble du continuum de soins depuis le diagnostic jusqu'au traitement. Donc, c'est les soins différenciés. Mais on peut avoir aussi donc
le ravitaillement donc ARV différencié qui va beaucoup concerner donc les deux diapos. Donc, sur le dépistage, vous avez donc, on a un peu de synthétiser ça dans ce tableau. Il y a sur les deuxième et troisième colonnes, le dépistage peut être intégré ou ciblé. Et selon qu'il soit intégré, il peut être fait sur place dans une formation sanitaire ou il peut être fait en dehors d'une formation sanitaire. Et en fonction donc de ce qu'on voudrait, du groupe qu'on voudrait cibler, on va associer donc ces différents donc, éléments de dépistage différenciés, soit en intégré, soit en ciblé, soit dans une formation sanitaire ou complètement dans la communauté. Diapo, s'il vous plaît. La cascade de soins, donc on vous a représenté un peu tous les différentes stratégies d'approche différenciée qui peuvent s'appliquer sur le premier, deuxième et troisième 90, avec donc des différentes façons d'approcher en fonction donc du besoin des PVVIH, de lieu où on se trouve, du groupe et des ressources dont on dispose. Diapo. Donc, la prise en charge différenciée s'établit en 5 étapes. Il faut d'abord, bien sûr, faire une analyse donc, des lieux situationnels, après identifier donc quels sont les défis et donc prévoir un certain nombre d'approches qu'il faudrait valider avec donc, les acteurs terrain. Et sur chaque approche, il faut toujours se poser les questions, les 4 grandes questions. Le quand, donc ce service ou cette activité va être menée, que ce soit dans la journée ou dans l'après-midi ou dans la soirée ou la nuit. Le où ça va se faire, est-ce que c'est dans une formation sanitaire? Est-ce que c'est en dehors d'une formation sanitaire? Est-ce que c'est en fixe dans la stratégie ou est-ce que c'est en mobile dans la communauté? Et la troisième question, le qui va offrir donc ce service? Qui va l'offrir et à qui on cible ce service-là? Et le quoi, donc le contenu, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette activité, dans cette approche ou dans cette stratégie? Donc, ici, je vous donne un exemple sur les approches différenciées de services de dépistage au Burkina Faso qui a décidé, au niveau du pays, de mettre en place 3 approches. Le dépistage par cas index, le dépistage ciblé et l'autodépistage. Comme je venais de le dire, à chaque fois, il faudrait bien sûr se poser la question, le quand, le où, le qui et le comment, pour préciser mieux les rôles de chacun pour faciliter donc la mise en œuvre. Pour la partie suivi et traitement ARV, donc on venait de voir tout de suite le premier 90, sur le deuxième et le troisième 90, effectivement, le pays au niveau du Burkina a adopté aussi un certain nombre d'approches pour l'initiation, que ce soit dans la formation sanitaire ou en dehors, le suivi dans la formation sanitaire ou en dehors donc, de la formation sanitaire et les ravitaillements ARV, y compris donc un système de stratégie mobile et avancé dans la communauté. Diapo, s'il vous plaît. Donc, ici, je vous donne quelques exemples de résultats d'approches différenciées de services en dehors du Burkina. Vous avez donc en RCA, donc les résultats donc, des groupes de patients ARV. Et comme vous pouvez le voir sur la deuxième colonne, sont les cohortes. Sur l'intervention en rouge, ce sont les groupes d'ARV, donc de patients qui se regroupent pour donc venir de façon rotatoire pour prendre leurs ARV au lieu de venir tous en même temps, comme c'était le cas dans les systèmes passés. Donc, en résumé, les résultats donc, sur ce groupe de patients ARV venant de façon rotatoire donnent de meilleurs résultats donc, de rétention et un meilleur résultat donc, sur les perdus de vue et les décédés. Un deuxième exemple, c'est les postes de distribution donc, communautaires dans la communauté. Donc, on met en place, que ce soit par les associations ou par des volontaires,
des sites qui sont en dehors des formations sanitaires, notamment dans des quartiers très loin des sites de structures de prise en charge ou dans des quartiers hautement densifiés pour que les patients puissent aller directement là-bas pour leurs ARV. Et cela donc a donné de bons résultats. Ça diminue donc la charge de travail au niveau des sites, mais aussi donc au niveau donc des patients, ça les facilite le transport et les temps donc, de mise en œuvre. Mais cette approche aussi a un coût et il faudrait en tenir compte au moment de la mise en œuvre, en adaptant bien sûr avec l'analyse situationnelle qui sera faite dans là où elle doit être mise en œuvre. Diapo. Un troisième exemple, c'est le ravitaillement à 6 mois d'ARV, donc R6M en Guinée. On vous donne les deux figures. Celle à gauche vous donne en vert et en rouge en fonction donc de l'intervention et les soins standard et l'intervention donc de Ravi 6M, pardon, R6M. Dans d'autres pays aussi, c'est appelé Ravi 6M. Vous voyez bien l'écart dans la rétention, dans les perdus de vue, pardon. Et à droite, vous avez une figure qui vous montre, après la mise en œuvre de R6M, la baisse du nombre de consultations, donc la baisse des charges sur les structures sanitaires. Diapo. Un quatrième exemple, c'est les approches différenciées pour les ACSH au Ghana. Donc, sur un modèle de stratégie avancée, la rétention dans les soins est nettement meilleure lorsque nous pratiquons donc la rétention en stratégie avancée pour les soins de ce groupe clé. Diapo. Un autre exemple, c'est en Côte d'Ivoire, 4 approches différenciées des services et leur couverture. Sur le diagramme de gauche, vous avez donc les patients donc, qui accèdent à l'approche en question. Donc en jaune, vous avez le fast track qui correspond donc au système rapide de ravitaillement. Le patient ne passe plus par les consultations, mais va donc directement au niveau de la pharmacie pour les ravitaillements. Vous avez les cadres qui sont les groupes de patients ARV. Ils se mettent à plusieurs et une personne vient pour le ravitaillement des autres membres du groupe. Vous avez les clubs d'adhérence qui sont beaucoup plus liés à la structure sanitaire. Et vous avez aussi le ravitaillement donc 6 mois. Et en fonction de ça, il y a la couverture donc, des districts selon donc, ce qui a été mis en œuvre au niveau donc, de ces 4 approches qui ont été mises en même temps au niveau de la Côte d'Ivoire. Juste avant les informations et documentations sur les ADS, désolé et je m'en excuse, je me suis rendu compte que la version qui est partie n'avait pas une diapo sur les challenges, parce qu'effectivement, c'est bien beau, ça a de bons résultats, mais il faut donc tenir compte des challenges de mise en œuvre des approches différenciées. Le premier challenge, c'est surtout la collaboration des ressources humaines, notamment au niveau des sites de prise en charge et aussi au niveau de la communauté. Que ce soit le personnel médical, le personnel non médical ou donc paramédical et le personnel communautaire. Il faut une très bonne collaboration de toute l'équipe de prise en charge pour cette mise en place des approches différenciées. Le deuxième grand challenge, c'est la disponibilité des intrants. D'abord, le test, donc la mise en place, par exemple, du dépistage par cas index, va plus ou moins entraîner une augmentation des besoins en test au niveau des sites. Et surtout pour les pays dont la prévalence est identifiée ou catégorisée basse par l'OMS, donc moins de 5%. Pour ces pays, il est recommandé de passer à 3 tests. Donc, ça va entraîner un coût supplémentaire donc, du nombre de tests. Pardon, pour mettre en place un ravitaillement 6 mois, il faut bien avoir donc
une certaine quantité de stock, au moins pour le départ, au niveau surtout des sites de prise en charge. Et cela donc doit amener à ce que les pays puissent augmenter les stocks de sécurité, parce que la mise en place au début du ravitaillement 6 mois a besoin d'un stock de départ, mais avec le temps, c'est les mêmes quantités donc qui vont se répartir. Donc, ce n'est pas une augmentation des besoins en ARV, mais c'est juste une question donc de chronologie des stocks d'ARV qui doivent être répartis un peu différemment. Mais au niveau national, un stock de sécurité plus élevé permettrait aux sites de prise en charge de pouvoir aller de façon aisée sur cette approche de ravitaillement. Le troisième grand challenge, c'est la motivation des agents. D'une part, de notre petite expérience, nous avons vu qu'au niveau des agents médicaux et paramédicaux, il faudrait qu'on travaille à voir pour qu'ils puissent et comprennent bien que c'est une réorientation d'un certain nombre de leurs activités et non une perte de leur influence au niveau donc de la prise en charge du VIH. Et le deuxième élément dans cette motivation des agents, c'est aussi au niveau communautaire. Parce qu'il y a donc certains pions volontaires qui voudront faire le travail, mais qui n'ont pas de motivation donc, au niveau de la structure de prise en charge pour appuyer dans la communauté. Donc, tous les systèmes devraient penser à mettre en place une motivation individuelle pour ces agents impliqués, mais aussi institutionnelle pour leurs structures associatives qui les accompagnent. Et le dernier challenge, c'est sur le suivi et évaluation, dont il faudrait voir comment on standardise mieux les données à récolter et pouvoir les comparer à l'ensemble des différents districts dans un même pays, mais aussi donc pouvoir comparer les résultats de différents pays. Et aussi voir comment on peut étendre la mise en place de certains logiciels qui vont faciliter donc leurs conditions de mise en œuvre et l'exploitation de données, bien sûr, dans les zones et les conditions requises pour pouvoir faire fonctionner. Donc, sur la documentation qui peuvent être retrouvées, donc, notamment dans ces approches différenciées des services, que ce soit plusieurs institutions ont mis en place et ont publié pas mal de documents et de données là-dessus. Pour ceux qui en auront besoin, ils peuvent toujours se référer à cela pour parfaire et mettre en place ou suivre ou analyser donc les approches différenciées des services. Merci pour votre attention. Et je reste actif pour vos questions, remarques et suggestions. Merci. Parfait. Je pense que la liaison son fonctionne bien. Un grand merci, Ousseni, pour cet exposé extrêmement intéressant qui apporte beaucoup de précisions sur l'organisation différenciée de la prise en charge. Je pense que ça va donner lieu à beaucoup de questions. Donc, nous avons terminé les présentations. Nous sommes tous à l'écran. C'est un plaisir de vous voir tous. Et alors, peut-être, avant de passer aux questions, je voudrais souligner toute la richesse de la francophonie dans ce domaine et peut-être souligner que quand Ousseni parle de la motivation, pour qu'on se comprenne tous bien, il s'agit de l'indemnisation financière des prises en charge. Je dis ça parce que j'ai un souvenir de quand j'étais à Esther où j'avais une grande réunion où j'avais félicité toutes les équipes pour leur formidable motivation, au sens que l'on entend souvent par la détermination à faire quelque chose. Mais en fait, j'ai compris qu'il fallait aussi comprendre ce mot dans le sens de l'indemnisation de la prise en charge. Peut-être qu'on va reparler de ce sujet. Mais peut-être avant de venir sur la question de la décentralisation des soins, une première question pour revenir sur l'exposé important de Françoise Renaud tout à l'heure sur les traitements de première ligne, notamment TAF ou dolutegravir. Et il y avait une question qui est remontée sur le TAF chez les enfants. Les formulations pédiatriques sont-elles disponibles, développées, accessibles? Et on peut peut-être étendre cette question aussi au dolutegravir.
Françoise, la prise en charge de l'enfant qui a parfois été sous-évaluée ou sous-documentée, où est-ce qu'on en est sur cette possibilité? Alors, précisément sur le dolutegravir, oui, on a une formulation de 10 mg qui a été rendue disponible dernièrement, en courant 2020, qui a été approuvée par les autorités sanitaires aux États-Unis et en Europe. On attend une formulation combinée à 5 mg qui est en cours de développement. Sur le TAF, je n'ai pas les dosages précisément. Il faudrait que je regarde et je pourrais revenir vers la personne qui a posé les questions, mais je peux apporter toutes les précisions. Mais oui, le TAF existe en formulation pédiatrique et c'est pour ça d'ailleurs que le souhait aurait été qu'on puisse le recommander chez l'adulte également pour avoir cette optimisation et améliorer cette accessibilité et pouvoir traverser toutes les populations et faire les changements de dosage juste au moment où ils sont nécessaires chez l'adolescent et après chez l'adulte. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça pour le TAF, puisqu'on a vu que pour les adolescents et les adultes, on est uniquement en conditions spéciales. Mais oui, chez les enfants, les dosages, et nous avons des recommandations par poids, par fourchette de poids chez les enfants que je peux fournir également. Merci, merci Françoise. Safiatou, je te laisse continuer. Je crois qu'il y avait des questions. Oui, merci Gilles. Je voudrais féliciter les présentateurs et vraiment dire à toute notre satisfaction pour les informations importantes qui viennent d'être partagées. Moi, je vais poser une question à lui. C'est une étude que je connais très bien, qui a été financée par le Fonds mondial sous l'égide du CNLS. Et c'est vrai que la décentralisation de la prise en charge, elle est importante pour permettre aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, mais je voudrais demander au professeur Louis, est-ce que les schémas thérapeutiques ont été étudiés comme facteurs qui peuvent influencer la décision de décentraliser? Aujourd'hui, avec la transition au dolutegravir, est-ce que vous pensez qu'on va garder le même schéma de décentralisation que celui qui a été recommandé par l'étude d'Écosse? Donc, est-ce que les recommandations restent toujours valables malgré cette transition au dolutegravir? Merci, docteur Safiatou. Je remercie également le CNMS. Donc, je fais partie des promoteurs de cette étude. Et également, permettez-moi, avant de répondre à la question, de rendre un hommage au docteur Ndiaga Makhtar Diop, avec qui nous avons sillonné toutes les régions de Tamba et de Saint-Louis. Je me rappelle de nos séances de travail à la maison pour analyser les données. Et vraiment, je voudrais lui rendre un vivant hommage et prier pour lui. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait déjà, l'enquête qui avait été faite auprès des prestataires, notamment des IPP, à leur niveau, ils disaient que, en fait, le traitement, comme ils avaient écrit des traitements, les traitements est beaucoup plus facile, en tout cas, aujourd'hui, à administrer. Si on revient sur l'association avec la TRIPA, je pense qu'aujourd'hui, avec le TLD, une facilité d'administration des molécules, à mon avis, c'est encore beaucoup plus d'actualité. Les traitements sont devenus beaucoup plus simples à administrer, ce qui également facilite en tout cas la compréhension des prestataires, mais également des malades. Il est vrai que dans notre étude, la 96% des patients qui avaient été inclus dans l'étude étaient des patients sur première ligne et le plus souvent étaient sous Africa. Pour moi, c'est vraiment d'actualité. Et je pense que l'infection à Covid encore nous conforte dans cette décentralisation-là. On a vu que les patients devaient juste se rendre au niveau des structures sanitaires maintenant à pied. Alors que si on était toujours dans ce modèle d'hôpitaux, dans ce modèle de centre de santé, avec cette infection à Covid, difficulté des transports, difficulté de déplacement, alors qu'aujourd'hui, en étant à côté, le poste de santé, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, d'avoir accès aux prestataires, accès à son traitement. Merci.
Bien, merci, merci beaucoup, Louise. Je dois aussi transmettre qu'il n'y a pas que des questions, il y a aussi des félicitations pour les intervenants, et donc je me joins à ce qu'a dit Safiatou sur la qualité de vos prestations. Des questions justement sur la question que j'avais évoquée de la motivation, une question pour Ousseni. On nous demande s'il y a des exemples de motivation pour les impliquer dans les services différenciés. Est-ce que vous avez dans votre étude des analyses où il y a effectivement des motivations, comment ça se présente et est-ce que ça impacte l'organisation des services différenciés? Oui, merci bien. Donc, effectivement, si je prends sur le cas du Burkina, ce qui est envisagé, on n'a pas encore les résultats parce que la mise en œuvre a été retardée un peu avec la pandémie de Covid. Et ce qui a été arrêté, c'est que les sites de prise en charge qui avaient déjà un soutien par donc, des associations ou des structures communautaires vont continuer dans ce sens-là. Et le renforcement qui va être ajouté, c'est surtout donc pour les sites qui n'avaient pas d'accompagnement par des volontaires ou par des associations, avec une motivation qui est la même motivation financière qu'on donnait aux autres, dans les autres sites. Et en plus, il va être ajouté des crédits de communication pour pouvoir donc joindre facilement donc, les patients pour la mise en œuvre, mais aussi pour le suivi. Et deuxièmement, il y a aussi des motivations beaucoup plus concurrentielles entre les sites, de telle sorte que il y a ce qu'on appelle les sites champions. Donc au niveau donc, communautaire, vont être aussi mis en place. Donc les trois éléments financiers pour ceux qui n'avaient pas de soutien. Donc aussi sur les moyens de communication et en dernier lieu, un élément donc, de communication pour la mise en œuvre et aussi pour le suivi. On a un écho qui vient de je ne sais où là. J'espère que ça vous a pas rendu difficile la compréhension de l'intervention de Ousseni. Ousseni, est-ce que vous avez terminé votre intervention? Parce que j'ai eu pas mal de bruit, je n'entendais plus très bien. Oui, effectivement, donc je disais en résumé, il y a trois types de motivations qui sont mises en œuvre. La première financière, notamment donc pécuniaire. La deuxième sur les moyens donc de communication, au crédit de communication. Et la troisième, une émulation entre les sites en mettant en place un système donc de compensation des sites champions au niveau communautaire. Est-ce que tout le monde partage cette idée que la compensation financière dans le cadre de la décentralisation est nécessaire? Parce que on en comprend bien, évidemment, on en comprend bien l'intérêt, et ceci s'ajoute à des probablement émoluments qui sont globalement faibles, donc on comprend bien ce souci. En même temps, ça crée une espèce de dissociation dans les formes de prise en charge des patients. Une pathologie est compensée financièrement, les autres ne le sont pas. Ça crée quand même des sortes de distorsions un petit peu du système. Et donc, on avait déjà eu cette discussion antérieurement dans d'autres réunions. Est-ce que vous êtes personnellement favorable au fait qu'il y ait une compensation financière à la prise en charge des patients VIH? Est-ce que cette opinion est partagée parmi notre groupe? Bon, ce que je peux dire là-dessus, la discussion qu'il y a eu, bon, la plupart des pays, c'est une approche intégrée dans le paquet d'activités. Donc, par exemple, cet agent communautaire ne va pas faire que du VIH. Donc, il y a deux approches. L'approche d'abord d'avoir des communautaires qui appuient les sites de prise en charge. Et en ce moment, un certain nombre d'activités et de paquets d'activités est intégré dans la compensation financière qu'on leur donne et non uniquement donc sur une seule pathologie. La deuxième approche que certains pays ont utilisée, comme au Burkina, comme au Cameroun, c'est avoir ce qu'ils appellent les agents de santé à base communautaire. Ils sont recrutés par
les partenaires, plus le ministère de la Santé. Et il y a un paquet d'activités qu'ils doivent mettre en place. Et dans ce paquet-là est intégré donc l'aspect du VIH. Donc, deux types d'approches en fonction des lieux et des résultats, et deux façons de faire en fonction donc de ce qui était déjà présent dans le pays. Voilà ce que je peux faire comme commentaire. Merci. Sur ce sujet, il y a d'autres commentaires ou est-ce que vous voulez qu'on passe à d'autres questions? Oui, moi je voudrais commenter cette question de motivation. En fait, dans le système de santé, c'est vrai que parfois on a remarqué que ça fait beaucoup plus, on pense beaucoup plus à la motivation financière. Mais quand on met un programme, en tout cas en mettant au devant cette motivation financière, ça pose le problème après, à la fin, si c'est dans le cadre d'un projet, ça pose le problème de la continuité, en tout cas, des différents acquis qui ont, en tout cas, qu'on a obtenus lors de la mise en place du projet. Je pense qu'il faudrait, dans ce système-là, de réfléchir d'une motivation autre qu'une motivation financière. Est-ce que, je ne sais pas, c'est à travers des congrès, participation, mais la motivation, en tout cas financière, au niveau du système de santé, quand nous menons certains projets, pose un réel problème, surtout après la fin du financement. C'est une remarque très importante. Oui. Moi aussi, je voudrais intervenir sur cette question de motivation financière. Ça crée un problème, effectivement, de désorganisation du système de santé de manière générale. Aujourd'hui, où le VIH est devenu une maladie chronique, sa prise en charge devra s'intégrer dans la prise en charge des pathologies de manière générale. Donc, comment expliquer cette motivation de façon durable, hein? Comment garder cette motivation des patients? Parce que ce qu'on remarque, comme le dit Louise, quand un projet vient, qu'on mette une motivation, dès que le projet s'arrête, les activités également s'arrêtent. Et le personnel qui n'était pas impliqué ne va pas s'impliquer parce que c'est un projet bien déterminé d'un partenaire. Alors moi, ma question au Burkina, qui soutient cette motivation? Est-ce que c'est le gouvernement? Parce que c'est facile de le rendre plus durable si c'est le gouvernement. Est-ce que c'est un bailleur qui, s'il s'en va, cette motivation s'arrête? Moi, je ne suis pas contre une motivation. Louise a déjà cité une forme de motivation, mais une autre forme de motivation, c'est de lier ces financements aux résultats. Ça, c'est plus facile à vendre, le lier au résultat, une motivation basée sur le résultat. Donc, même si c'est un projet, on peut dire, si on atteint telle performance, etc., vraiment le lier aux performances et peut-être même faire accepter cette forme de rémunération basée sur les performances à nos gouvernants. Maintenant, ce qu'il faut accepter, c'est qu'effectivement, les gens sont sous-payés et donc sont toujours à l'affût de ces petites motivations qu'il faut imaginer et réinventer, à mon avis. Merci Safiatou pour cette clarification qui est effectivement importante et qui rejoint la remarque de Louis sur la continuité des programmes quand ceux-ci s'arrêtent et qu'il n'y a plus ces fonds-là. Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est bien. Oui. Pour répondre à la question, effectivement, je venais de voir la question donc, de Dr Safiatou. Si je prends sur le cas du Burkina, les ASBC, les agents de santé à base communautaire, sont financés par le gouvernement et par le Fonds mondial. Et ce que je voudrais ajouter ici, pour moi, dans la prise en charge, que ce soit le VIH, que ce soit les maladies chroniques, que ce soit nos interventions dans les communautaires, il faut qu'on accepte que c'est un niveau qu'il faut carrément accepter comme un autre niveau dans nos approches de système de santé et le prévoir dans nos budgets même, au niveau même des ministères. Parce que pendant longtemps, on a toujours dit que non, c'est du communautaire, c'est du volontarisme. Et quand vous regardez sur le terrain, c'est des gens qui s'y emploient presque plusieurs heures de la journée, plusieurs jours par semaine. Donc, la grosse question pour moi qui doit être posée, c'est qu'on puisse institutionnaliser ce niveau
qu'ils fassent partie intégrante comme tous les autres sont rémunérés, afin qu'on puisse voir quel est le paquet d'activités qui peuvent être mis et demander maintenant que ce soit le système de paiement, comme le propose, basé sur les résultats. Pour moi, ça va être maintenant le système donc, de voir comment on rend plus performant. Mais aujourd'hui, tant qu'on va continuer à dire ce niveau communautaire doit être juste du volontariat, alors que la sollicitation est de plus en plus grande et on se rend compte que nos interventions, pour être efficaces et durables, doivent être dans la communauté, il faut qu'on puisse institutionnaliser ou en tout cas reconnaître ce niveau-là comme des cadres dans le système national et conséquemment voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour avoir un élément durable, pas lié au projet, mais lié réellement au programme, aux activités d'un ministère ou d'un gouvernement. Bien, merci Eugénie. Oui, vas-y, Safiatou. Oui, je voudrais juste préciser, je pense qu'on parle de deux choses différentes. Hein. Il y a la motivation des agents de santé de première ligne. Je pense que Louise et moi, nous parlons de cela. Il y a aussi la rémunération du personnel communautaire. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut une rémunération du personnel communautaire. C'est un personnel, chez nous, nous avons des médiateurs communautaires qui fait un travail important dans le cadre des services différenciés. Et effectivement, pour cela, il faut peut-être pas compter sur les partenaires. Il faudra essayer de voir comment mettre en place un partenariat entre le gouvernement et les organisations communautaires pour rendre pérenne cet apport du système communautaire. Donc, il faut effectivement une rémunération de ces travailleurs communautaires, mais on ne peut pas le faire de façon isolée. Je pense qu'il faudra réfléchir, le mettre dans un cadre clair et vraiment, il y a l'institutionnalisation de la société civile qui commence et peut-être que c'est dans ce cadre qu'il faut réfléchir et mettre un partenariat, genre un partenariat public-privé avec la société civile pour prendre en charge ce personnel qui est hyper important. Merci Safiatou, je crois que c'était une mise au point vraiment importante et la clarification que tu viens apporter tout à fait dans le sens de l'intervention que je souhaitais faire, mais tu l'as tellement bien dit que ce n'est pas la peine que je commente et je vois que Louise est également d'accord là-dessus. Alors peut-être on va essayer d'avancer dans le temps qui nous reste pour peut-être aborder quelques autres questions. Je voudrais revenir sur la communication de Louise, que j'ai trouvé très, très passionnant, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui montre que le frein actuellement, enfin un des freins, si j'ai bien compris, à cette décentralisation, c'est le problème de la confidentialité. On retombe toujours sur ce problème du risque de stigma, on le voit dans de très, très nombreux sujets. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui favoriser, faciliter l'acceptabilité de la décentralisation, dont on voit bien dans l'étude qu'elle ne nuit pas à la performance de la prise en charge et qu'il faudrait probablement aller vers un renforcement de cette décentralisation au regard notamment de tout un certain nombre de bénéfices, à la fois pour les patients, pour les coûts de la prise en charge, mais on a toujours ce frein de la confidentialité, de la peur de la stigma. Comment tu vois les choses pour améliorer ce point difficile? Je pense que ce point par rapport, c'est vrai que quand l'enquête a montré que les patients qui acceptaient d'être transférés, c'est ceux qui n'avaient pas d'emploi, qui voyaient un réel bénéfice, hein, ceux qui avaient un coût de transport beaucoup plus élevé et autres. Maintenant, ceux qui ont refusé, on a vu que c'était beaucoup plus élevé au niveau de la région de Saint-Louis. Pour ces patients-là, il faudrait non seulement rassurer les patients, mais c'est également même le souci de confidentialité. Quand on a interrogé même les prestataires, hein, ils sont revenus en tout cas sur ça. Parce que parfois les agents communautaires, ils travaillent en même temps, ils sont en tout cas voisins proches des patients. Peut-être qu'il faut vraiment insister sur l'aspect communautaire, de renforcement de compétences, de formation au niveau communautaire, et surtout au niveau décentralisé. Parce qu'au niveau communautaire, au niveau central, au niveau des régions, ça marche très bien.
mais au niveau, peut-être au niveau décentralisé, en allant jusqu'au niveau des postes de santé, il faudrait voir dans quelle mesure renforcer la formation, renforcer leur implication, rassurer également les patients. Peut-être que cette peur de stigmatisation, cette peur de confidentialité, ça relève parfois. Et je veux dire, les patients, parfois même, c'est eux qui s'auto-stigmatisent et qui font de l'autodiscrimination plutôt que de mettre le tort sur le personnel médical et également sur le personnel communautaire. Est-ce que ça relève d'un renforcement aussi de la formation des personnels? Première question. Deuxièmement, pour reprendre une question, Louise, sur ton exposé, il y a une question qui porte sur la qualité de la surveillance et le suivi biologique des patients décentralisés. C'est un sujet que je voulais également aborder, en particulier sur l'accessibilité notamment à des examens biologiques de type la charge virale. Est-ce que tu peux aussi apporter un commentaire sur ce sujet-là, s'il te plaît? Merci. Oui. En tout cas, par rapport à cette étude, ce qui avait été préconisé, ce sont des stratégies avancées. Donc, ce que les centres de santé donc, qui sont en lien avec les postes de santé, déjà par rapport à la surveillance, par rapport aux données, donc, il y avait vraiment ce link permanent entre le médecin de district et les infirmiers qui sont au niveau des postes de santé. Et comment était organisé? Parce qu'on a pu voir que les patients, durant l'étude, les patients avaient quand même réalisé un dosage de la charge virale, un bilan biologique. Ce qu'ils faisaient, ils profitaient des stratégies décentralisées au niveau du poste de santé. Les patients étaient convoqués et les prélèvements devaient arriver dans 4 heures au niveau du poste de santé. Donc, les patients, en accord avec les médecins, donc les patients étaient convoqués au niveau du poste de santé. On leur faisait des prélèvements pour le bilan biologique et la charge virale. Et les prélèvements allaient au niveau du centre de santé pour éventuellement analyse, parce que ça ne servait à rien de décentraliser un patient pour le traitement et pour son suivi, qu'il soit obligé d'aller au niveau du centre de santé à des kilomètres, parfois faire plus de 4 heures de route. Donc, il faudrait que cette décentralisation prise en charge soit complète en y associant un suivi biologique, et c'est ce qui avait été fait lors de cette étude. Il y a un petit problème de son. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Françoise, est-ce que l'OMS, sur ces questions et surtout ton expérience personnelle, là de ton exposé essentiel sur les traitements de première ligne, est-ce que tu voulais apporter, avant qu'on aborde la conclusion, un commentaire sur ce qui a été évoqué ou sur des choses autres? Oui, je rejoins tout à fait, merci. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la prestation de soins différenciés et ce que la décentralisation peut apporter. J'ai été très intéressée par l'étude aussi menée au Sénégal pour voir qu'il y a des nuances qui viennent s'ajouter à la décentralisation, en particulier sur la confidentialité, et voir comment ça peut être justement modéré peut-être par des formations, par des sensibilisations et l'accompagnement aussi des agents de santé et des personnes qui vivent avec le VIH dans la communauté. Donc c'est très intéressant. C'est vrai que pour essayer de rejoindre, faire le lien entre les présentations, je crois que l'idée du traitement optimisé et d'avoir un comprimé par jour, c'est aussi de rendre finalement très accessible aussi à ce niveau-là des soins de santé, le fait d'aller aux soins de santé, de prendre son flacon de traitement par plusieurs, 3 mois, 6 mois, si on est stable, de façon assez discrète en fait. J'ai vu ça dans des centres de santé, dans un pays comme le Malawi, où il y a aussi même un endroit où on peut laisser la boîte, prendre juste le flacon, le mettre dans sa poche, fermer sa poche, et ce n'est pas vu, ça reste très discret pour avoir une accessibilité, et un comprimé par jour facilite aussi cette accessibilité, et le fait que ce soit des traitements efficaces sur le long terme, beaucoup plus stable en fait en première ligne, qui va durer de plus en plus longtemps,
permet aussi cette accessibilité sur plusieurs années. Donc moins de, comme le disait aussi Ousseni, moins de visites au centre de santé pour les patients stables, le où, le quand, le comment, le qui est facilité. Donc ça participe aussi à cette différenciation des prestations de soins. Oui. Oui, merci François. C'est très important parce que ça montre qu'on doit être dans une démarche où chaque maillon est très important et la faiblesse sur un maillon, et tu as raison de rappeler que l'administration du traitement d'une seule dose, sa simplification, sa bonne tolérance font que c'est beaucoup plus simple de décentraliser parce que le traitement est beaucoup plus facile à prendre. Donc il y a tout cet ensemble-là et aujourd'hui, je crois qu'on a considérablement progressé dans la capacité à répondre à tous les maillons de la chaîne pour avoir une décentralisation qui soit véritablement efficace. Et je crois que de ce point de vue-là, notre débat est important. Je ne voudrais pas oublier une dernière question, pardon, pour Dr Ousseni. Il nous avait été demandé de rappeler, mais alors très vite parce que le temps nous est compté, on nous demande de repréciser en quelques mots les 5 étapes de l'ADS qui n'ont pas été parfaitement bien comprises par certains en disant que ça allait passer trop vite. Est-ce que vous pourrez redire un mot très court sur ces 5 étapes de l'ADS? Oui, ok. Pour moi, la première étape, c'est d'abord faire une analyse situationnelle de qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui est fait dans ce lieu, quelle est la situation. Et deuxièmement, voir quels sont les besoins pour pouvoir augmenter les performances de ce lieu. Et troisièmement, maintenant, ça va être d'identifier certaines stratégies qui répondront donc à ces besoins. Et dans ces stratégies-là, c'est là qu'il faudrait donc revoir sur chaque élément le qui, le quand, le quoi et le comment. Et après cela, donc, c'est l'adapter donc dans le contexte et le faire valider par les acteurs eux-mêmes, quel que soit le profil, parce que c'est très important d'associer les médicaux, les paramédicaux, les communautaires, les décideurs au niveau central, mais aussi donc les acteurs au niveau terrain. Et en ce moment, après maintenant, 5e étape, réunir les conditions pour la mise en œuvre. Merci beaucoup, Dr Ousseni, pour cette clarification. J'ai une dernière question pour Safiatou. On voit ce mouvement vers la décentralisation. Je me souviens que dans des débats antérieurs que nous avions eus, notamment au sein de la FRAVI ailleurs, on observait des freins essentiellement au niveau des médecins qui craignaient que la décentralisation ne nuise à la qualité de la prise en charge. Est-ce que de ton point de vue, de ton expérience et de ton analyse, les choses évoluent favorablement, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, les médecins sont plus enclins à aller vers cette décentralisation sur laquelle j'avais noté des freins assez importants il y a quelques années? Oui, on peut dire que ça évolue vraiment favorablement et c'est lié justement à la charge du VIH qui a même obligé les médecins à accepter cette décentralisation. Aujourd'hui, donc, pour la prise en charge du VIH, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès. Il reste quelques reliques, par exemple, toujours, par exemple, au Sénégal, toujours dans le cadre de la PTME, les sages-femmes auxquelles nous n'avions pas pensé dès le départ, qui doivent aujourd'hui prendre en charge des femmes enceintes vivant avec le VIH, les mettre sous traitement et certainement continuer à les suivre, ne sont pas tout à fait préparés. Donc, la formation est en train de se mettre en place et je pense que pour l'exemple de notre pays, c'est ça qui a été un peu le frein pour l'élimination de la transmission mère-enfant. C'est le fait d'avoir, depuis le début, trop médicalisé l'approche de prise en charge du VIH. Donc, de plus en plus, les médecins acceptent la délégation des tâches qui leur a été presque imposée de fait par le nombre de patients, etc. Donc, il y a quelques reliques de résistants qui pensent que ça doit être super spécialisé, mais de manière générale, on va de plus en plus vers la décentralisation. Et l'étude de Louise le montre, parce que avant même les recommandations, il y avait
près de 40, un peu plus de 40% de cas dans lesquels la délégation des tâches s'était imposée avant même la recommandation. Merci Safiatou. J'allais dire que ça fait une très belle conclusion de notre session, mais Ouseni veut faire un commentaire. Alors, un commentaire très bref, Ouseni, parce qu'il faut qu'on conclue. Non, Ouseni ne nous entend plus. Oui, allô. Je voulais juste faire un petit commentaire là-dessus, parce que dans les challenges que j'avais soulevés sur la motivation des agents, au niveau donc des médicaux, j'avais parlé donc d'une réorientation des activités, parce que sur le terrain, cela se voit. Je prends le cas spécifique, par exemple, du dépistage. Dès que nous allons vers beaucoup plus sur le dépistage démédicalisé, je suis en train de les échapper. Donc, je disais, si je prends sur le dépistage démédicalisé, certains agents de santé sont un peu plus réticents parce qu'ils semblent voir quelque chose qui est en train de les échapper et de facto, ils sont beaucoup plus résistants. Si on prend par exemple le corps des techniciens donc, biomédicaux qui donc avant travaillaient sur l'ensemble de tout ce qui est dépistage, dès que tu parles de dépistage démédicalisé, ils ont l'impression que c'est quelque chose que vous voulez les retirer de leurs mains pour donc diminuer leur influence. Et c'est là que je disais dans la motivation des médicaux, c'est voir comment leur expliquer qu'on réoriente leurs activités. Si je prends par exemple sur les techniciens biomédicaux, ce qu'on leur dit sur le terrain, c'est que vous serez beaucoup plus sur la supervision de la qualité des tests au niveau communautaire, mais au niveau des formations sanitaires, mais pas en première ligne. Donc, ça permet donc de tranquilliser pour que les gens puissent être moins réticents donc, dans ces approches, que ce soit la décentralisation, que ce soit aussi les approches de prévention. Merci. Très bien. Merci Ouseni d'avoir apporté ce commentaire. Un grand merci à tous. Safiatou, ta conclusion m'a semblé extrêmement pertinente. Les exposés étaient extrêmement riches. On pourrait prolonger évidemment beaucoup la discussion avec la dispensation maintenant des autotests. Enfin, on voit que le débat doit continuer. Le projet Atlas, qui a été présenté d'ailleurs au cours de ces journées, montre l'extraordinaire importance non seulement de la communauté, mais du patient lui-même, de la personne elle-même dans sa mobilisation, son diagnostic, son suivi. La route continue, hein. Il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, vos communications montrent que vraiment les choses ont progressé et qu'elles progressent dans une proximité avec le patient et donc dans une efficacité, dans une tolérance, dans un bon suivi. Donc la route est encore longue, mais le chemin accompli est remarquable. Voilà, un grand merci à tous pour vos contributions et je crois qu'on peut maintenant clore cette session. Merci.